Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Mailly, secrétaire général d'EFO, qui vient nous rendre visite, comme il l'a fait de nombreuses fois sur le salon CE. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Tout d'abord, je vais commencer par la question que j'ai posée avant toi à Joseph Touvenel hier et à Luc Béril aussi. Comment s'est passée ton entrevue avec François Fillon au niveau des annonces qu'il a faites sur les économies que nous devons faire? D'abord, j'ai rappelé au Premier ministre que pour Force ouvrière, l'austérité ne datait pas de ces annonces du 24 août, que nous considérons que depuis plusieurs années, nous sommes déjà en politique d'austérité, point sur lequel nous sommes bien entendu en désaccord avec le gouvernement, puisque l'austérité, pour nous, démarre notamment à travers, pour la fonction publique, la révision générale des politiques publiques, par exemple, qui est un élément clé de l'austérité, ou le dossier des retraites, qui est aussi un des éléments d'austérité. Je lui ai rappelé d'ailleurs que pour une fois, il avait peut-être dit la vérité, à savoir que lors 24 août, quand il a présenté le plan qu'il appelle antidéficit, qui est en fait un plan de rigueur, il a expliqué que heureusement qu'ils avaient fait la réforme des retraites pour satisfaire les marchés financiers. Ce qui montrait bien que tout ce qu'on nous a raconté l'année dernière sur la démographie et les statistiques démographiques, c'était effectivement du pipeau. Donc voilà, on a échangé avec un désaccord de fond sur la manière de régler les problèmes. Nous avons et nous considérons toujours que mener une politique d'austérité, c'est un côté suicidaire en termes de croissance économique, d'activité et d'emploi. Et ensuite, nous avons essayé de traiter plusieurs dossiers avec quelques fermetures. Par exemple, nous demandons un rétablissement de système de pré-retraite. C'est une fin de non-recevoir de la part du gouvernement. Mais des ouvertures qui ne sont toujours pas concrétisées. Je prends un exemple qui nous tient à cœur, c'est l'avenir de l'allocation équivalent retraite. Ça concerne tous les salariés qui ont leur durée de cotisation nécessaire pour prendre la retraite, qui n'ont pas l'âge de la retraite et qui sont au chômage. Cette allocation, qui est assumée par l'État, permet à ces salariés qui sont au chômage en moyenne d'avoir 1 000 € par mois au lieu de tomber dans un minima social à 460 €. Et puis globalement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non, ça représente à peu près entre 40 et 50 000 personnes. Nous avons obtenu la prolongation pendant 2 ans, mais cette année, ça n'a pas été réouvert. Ça veut dire que quelques milliers de personnes, au lieu de pouvoir avoir 1 000 €, ce qui n'est quand même pas la mer à boire, n'auront que 460 €, l'équivalent d'un minima social pour vivre. Ça coûte en surcoût pour l'État entre 200 et 300 millions. Le gouvernement nous dit qu'il n'a pas les moyens. Je rappelle tout simplement, et je l'ai dit au Premier ministre, qu'ils vont bien trouver 460 millions d'euros pour payer l'histoire des frégates de Taïwan. Donc ce serait inadmissible qu'ils ne trouvent pas 300 millions d'euros supplémentaires pour ces personnes. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes ici sur le salon des comités d'entreprise, salon dans les allées duquel se promènent des représentants du personnel et donc acteurs du dialogue social. Il y a un pan de l'économie en France et des entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel, c'est les très petites entreprises. Donc, quelles sont pour vous les demandes que vous faites pour la représentativité notamment syndicale et les représentations du personnel et le dialogue social en général, donc dans les toutes petites entreprises? Il faut faire d'abord... nous, on a une revendication qui est ancienne, qui n'a toujours pas vu le jour, qui est de dire qu'il faudrait déjà supprimer les seuils pour la désignation, par exemple, des délégués syndicaux, même si les procédures ont changé avec les nouvelles dispositions en matière de représentativité, mais en tous les cas, de mettre le seuil de 50, par exemple, on ne voit pas pourquoi ce seuil existe encore. Il faudrait avoir une liberté intégrale de pouvoir avoir des délégués syndicaux dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Il est évident que dans les toutes petites entreprises, là où il y a 2 ou 3 salariés, il n'y aura pas obligatoirement un délégué syndical, mais en termes de liberté, il nous semble important d'avoir cette liberté, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours considéré que la France est une démocratie, mais en termes de liberté syndicale, pour les salariés des TPE, il manque quelque chose. Donc, cette revendication, elle perdure. Deuxième élément, c'est qu'on ne va pas faire un CE, tout le monde le sait bien, dans chaque TPE. Par contre, on peut mutualiser les choses. On peut mutualiser les choses. C'est évident que des salariés qui sont dans une PME, et encore plus dans une TPE, ne peuvent pas toujours avoir accès à ce que peuvent avoir accès des salariés dans une entreprise plus grande où il y a un comité d'entreprise. Ça peut être toute une série de choses. C'est d'abord les droits en termes économiques, parce que moi, je n'oublie jamais que le rôle du comité d'entreprise, c'est pas simplement
les activités sociales et culturelles, même si c'est un pan important de l'activité d'un comité d'entreprise. Le rôle d'un comité d'entreprise, c'est aussi d'être consulté, de donner son avis obligatoire sur toute évolution économique de l'entreprise, éventuellement toute restructuration. Le rôle économique du comité d'entreprise est un rôle essentiel. C'est bien qu'on ne va pas mettre ça dans toutes les TPE, mais on pourrait en tous les cas mutualiser certaines choses, y compris en matière d'activité sociale et culturelle, sans pour autant rentrer dans des procédures compliquées, comme ça va être le cas. Vous savez qu'il va y avoir, par exemple, des élections de représentativité dans les TPE en 2012, en décembre 2012, où normalement 4 millions de salariés sont appelés à voter sur des sigles syndicaux. Mais ce qui est regrettable, c'est que ces élections ne vont déboucher sur rien de concret pour les salariés. Ça ne va pas leur ouvrir de droits particuliers. Ce n'est pas parce qu'ils auront voté pour telle ou telle liste qu'en contrepartie, à la fin, il y aura... Oui, ça ne va pas être une amélioration notable du dialogue social dans les TPE, quoi. Non, pour être clair, c'est un peu du pipeau, quoi. C'est que certains considèrent qu'ils ont eu peur que le Conseil constitutionnel ne valide pas la loi sur la représentativité parce que 4 millions de salariés ne se seront pas exprimés. Voilà, ils essaient de répondre juridiquement à un problème sans pour autant améliorer les droits réels des salariés dans les TPE. Moi, je peux comprendre, y compris parfois des chefs d'entreprise de TPE qui disent « mais nous prenons des salariés, nous les formons, et quand ils peuvent partir dans une plus grande entreprise, ils partent ». Ne serait-ce que parce que quand on est dans une plus grande entreprise, il y a un comité d'entreprise et on peut bénéficier de certains droits desquels on est exclu dans une TPE. Et ça, je peux le comprendre. Mais pour contrecarrer ça, il faut pouvoir mutualiser des droits. Ça existe dans certains endroits, par exemple en matière de chèques vacances ou autre, mais il faut élargir ce type de possibilités. D'accord. Alors, on est au 30e anniversaire des lois Auroux. Et il y a actuellement une délibération sociale sur les IRP. Est-ce que tu penses qu'on peut faire évoluer le rôle des représentants du personnel? Est-ce que tu penses qu'on peut accroître les prérogatives du comité d'entreprise? Ou est-ce que ce qu'on a aujourd'hui est satisfaisant? Il suffit de bien accomplir son rôle d'élu du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de délégué syndical pour être convenablement à la disposition des salariés de l'entreprise? On n'est toujours pas en négociation pour le moment. On est dans une phase dite de délibération sociale en matière d'institutions représentatives du personnel et deuxième volet sur la question de la valeur ajoutée. Moi, je le dis clairement, je ne suis pas très optimiste sur ces discussions. D'abord, dans le contexte actuel, en ce qui nous concerne, mais on n'est pas la seule organisation syndicale à le dire, pas question pour nous d'envisager aujourd'hui des fusions d'instances de représentation du personnel. Du côté patronal, voire d'autres organisations, ils avaient cette tendance à dire, en gros, les heures de délégation, la multiplication des structures, ça nous coûte trop cher, toujours le même raisonnement. Donc si on fusionnait certaines institutions représentatives, on ferait des économies. Nous, on n'est pas prêt à rentrer, en tout ce qui concerne FO, dans une procédure de fusion entre les délégués du personnel, les CE. Il y a déjà la délégation unique, voire une remise en cause du rôle des CHSCT. Donc la question de la fusion, on n'est pas d'accord pour en discuter. Nous avons fait dans cette délibération un bilan de toutes les structures, les procédures. Ce bilan est à peu près partagé par tout le monde, enfin tout le monde d'ailleurs, du côté syndical et patronal. Nous, ce que l'on vise, c'est s'il s'agit d'améliorer les procédures d'information et de consultation des personnels et des structures, des institutions représentatives. Oui, il y a toujours des améliorations que l'on peut apporter, y compris par exemple sur une question comme celle de la valeur ajoutée de l'entreprise. Comment dans l'entreprise est répartie la valeur ajoutée entre les actionnaires, les salariés, etc. Ça, qu'on ait plus d'informations en la matière, nous sommes demandeurs. Mais je dis bien, on n'ira pas jusqu'à accepter une fusion. Alors, il y a aussi la montée en puissance du CHSCT qui nous mène directement au problème de mode d'organisation du travail. L'organisation du travail qui est source de stress, qui est source de mal-être au travail et souvent de suicide. C'est ce que nous allons traiter un peu plus tard avec Jean-Claude Delgen, Technologia, qui a travaillé avec France Télécom. Sur les modes d'organisation, ne penses-tu pas que les comités d'entreprise devraient avoir, et les CHSCT, devraient avoir un peu plus la parole, voire même bénéficier d'un droit de veto sur certains modes d'organisation, comme le lean management notamment, qui est source de stress et qui est abominable? Un rôle accru des CHSCT, oui. Moi, je ne suis pas partisan d'une manière ou d'une autre donner un droit de veto au comité d'entreprise.
considère que quand on est sur le droit de retrait, ça c'est autre chose, côté CHSCT, ça bien entendu. Mais du côté d'un comité d'entreprise, il faut bien comprendre que si on est dans une logique de droit de veto pour ça ou pour des investissements, on est à l'inverse pas loin d'une démarche de cogestion. Donc c'est pas notre démarche. Ceci étant, les organisations syndicales, y compris la mienne, nous avons, je l'ai dit publiquement et je le confirme, pas assez pris en charge les questions d'organisation du travail. Et nous y travaillons activement et nous allons prendre des initiatives dans les semaines à venir. Nous avons beaucoup travaillé sur les conditions de travail, notamment à travers les CHSCT, mais l'organisation du travail, même si, in fine, c'est de la responsabilité de l'employeur, puisque ça fait partie du mode de gestion de l'entreprise, il n'en reste pas moins que les modifications en matière d'organisation du travail, elles-mêmes liées bien souvent à une financiarisation de l'économie, à des modes de gestion différentes, à une individualisation accrue, non seulement des rémunérations, mais aussi des relations sociales de l'entreprise, sont génératrices de stress, sont génératrices d'une dégradation des conditions de travail, sont génératrices, comme tu l'indiquais, parfois de drames. Les spécialistes le disent mieux que moi, mais la grande différence entre la situation aujourd'hui et la situation d'il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a des salariés, dans le privé comme dans le public d'ailleurs, qui se suicident sur le lieu de travail. Même si ce n'est pas toujours facile de déterminer les raisons, mais en tous les cas, la nouveauté, elle est là. Donc qu'il y ait un travail plus approfondi en termes de revendication déjà des syndicats sur l'organisation du travail, ça m'apparaît effectivement un élément important. Alors le dernier point, avant que je te laisse retrouver tes militants qui t'attendent sur ton stand, comme je l'ai demandé aux 2 autres leaders syndicaux que nous avons reçus hier, un message en cette rentrée pour les militants d'EFO et plus largement les élus et mandatés dans les entreprises. Qu'est-ce que tu dirais en 1 minute comme ça pour la période qui arrive ? La période qui arrive, qui est une période qui n'est pas facile, notamment sur le plan économique. Moi je dis aux salariés, aux militants, qu'ils soient dans les CE ou ailleurs, relevez la tête. Ne vous laissez pas, qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Je vais prendre un exemple bref. Quand on vous dit l'État, c'est comme une entreprise, c'est comme un ménage. Un ménage ne peut pas dépenser plus qu'il ne reçoit et c'est pareil pour l'État, c'est faux. Parce que l'État, lui, peut fixer ses recettes. Un ménage ne les fixe pas. Alors ne vous laissez pas, pardonnez-moi l'expression, enfler. Relevez la tête, revendiquez, faites-vous respecter et nous arriverons à obtenir satisfaction. Merci Jean-Claude. Nous nous retrouvons demain avec Bernard Van Crenest qui viendra aussi s'adresser plus largement aux internautes mais aussi à ses militants sur son stand. Merci Jean-Claude, merci encore une fois de ta fidélité et puis à très vite sur de nouveau le Salon CE. Merci.